Et que si nous voulons avoir une durabilité dans l'économie cacaoyère mondiale, il est pressant et il est urgent que nous puissions se pencher sur la question des revenus décents. Les systèmes de commercialisation différents selon les pays, c'est sûr que les prix vont différer selon les pays. Mais nous avons souhaité, et nous l'avons dit au Conseil, qu'il est important que nous puissions être regardants sur les prix aux producteurs. Je peux vous dire, monsieur, le 27 janvier dernier, c'est-à-dire le mois passé, pour la première fois, nous avons eu une session spéciale sur le revenu décent. Il y a 3 initiatives actuellement qui sont en cours. La première initiative, c'est le dialogue permanent entre l'Union européenne, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La deuxième initiative, c'est l'Alliance pour le revenu vital dans le cacao, qui est une alliance qui a été élaborée par les pays consommateurs de l'Union européenne. Et la troisième initiative, c'est une durabilité pour le cacao africain. Donc, toutes ces initiatives, pour nous, concourent à des débats. Vous savez, il y a 20 ou 30 ans de cela, le système de commercialisation du cacao se basait sur les quotas et sur les contingentements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays producteurs et les pays consommateurs se mettaient d'accord sur une quantité de cacao à mettre sur le marché en fonction de la demande. Depuis la révision des différents accords passés, il n'y a plus de système de quotas. Donc le marché est un marché libre, avec comme fondamentaux l'offre et la demande. Et comme on s'est rendu compte que les fluctuations des prix sur le marché avaient un impact sur les revenus des petits producteurs de cacao, on s'est dit, si on parle de revenus décents, il faut qu'on parle du prix. Et si on parle du prix, il faut qu'on parle du prix sur le marché international. Donc voilà. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. De cette matière pérenne. Parlant de cacao, je voudrais, avec votre permission, avoir fait un clin d'œil à mon aîné, paix à son âme, l'ambassadeur Guy Alain Gauze. De cette matière pérenne. Qui a occupé ce poste précédemment et qui est décédé. Et je voudrais, au nom de l'ICCO, ici sur votre antenne, présenter nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'ambassadeur Guy Alain Gauze et à tous ses proches. Comme vous le dites, pour revenir à votre question, vous savez que mon pays, la Côte d'Ivoire, est le premier producteur mondial de cacao et nous représentons 40% de l'offre mondiale. Au niveau de la représentation permanente à Londres, nous avons dans notre portfolio le café, le cacao, le palmier à huile, l'anacarde, les céréales, le sucre, le caoutchouc. Je dois avouer effectivement que c'est un poste prestigieux dans la mesure où la Côte d'Ivoire, à elle seule, fait presque la moitié du volume mondial de cacao qu'on met sur le marché. Donc effectivement, c'est un poste prestigieux et je suis content que la Côte d'Ivoire puisse occuper ce poste pour une durabilité de l'économie cacaoyère mondiale. D'accord. Alors, merci pour cette première réponse. Alors, je voudrais aussi, avec votre permission, Monsieur le Président, votre élection donc à la tête de cette instance internationale cacaoyère
est-ce que ce n'est pas le fruit de la victoire, vous me permettez, du président Alassane Ouattara? Autrement dit, Monsieur le Président, s'agit-il d'un retour à l'ascenseur? Je m'explique. Est-ce que sans le soutien du président Ouattara, vous ne serez pas aujourd'hui, est-ce que vous serez vraiment le président de cette instance internationale du cacao? Vous pouvez quand même dire merci au président Ouattara, c'est bien ça? Non, il faut que je vous explique et j'explique à vos auditrices et à vos auditeurs le mécanisme de désignation ou d'élection à la tête d'un conseil d'une organisation internationale. Mmh. Chaque année ou chaque 2 ans, les organisations internationales de produits de base, puisque c'est ce que je connais, renouvellent les instances. Au niveau de l'ICCO, vous avez le conseil, vous avez le comité administratif, vous avez la commission consultative sur l'économie cacaoyère durable et vous avez le comité administratif et financier. Chaque année ou chaque 2 ans, on renouvelle ces organes. Alors, comment ça se passe? Les États membres désignent ou font le consensus sur une personnalité du Conseil. Je prends l'ICCO. L'ICCO est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 1973 sous les auspices des Nations Unies et qui comporte 51 États membres. Il y a 22 pays producteurs et il y a 29 pays consommateurs. Les pays producteurs, c'est les pays africains, les pays latinos et les pays asiatiques. Au niveau des consommateurs, vous avez l'Union européenne à elle seule qui fait 27 États membres, vous avez la Suisse et vous avez la Russie. Alors, au niveau des consommateurs comme au niveau des producteurs, on choisit au niveau du conseil quelqu'un dont on pense à la compétence ou est actif dans les travaux de l'ICCE et puis on se met d'accord sur lui. On dit, bon, celui-là, M. Roger, nous pensons qu'il peut être le prochain président du Conseil parce qu'on le voit, il est très dynamique, il sait comment aborder les problèmes, il a un sens de la diplomatie, etc., etc. Ensuite, ceux qui proposent celui qui doit présider le Conseil fait le tour maintenant des autres pays pour voir s'il y a consensus sur le candidat. Et c'est quand il y a consensus sur le candidat, les deux collèges, puisqu'il y a deux collèges, il y a le collège des producteurs et le collège des consommateurs, lorsque les deux collèges font l'unanimité sur la personnalité à même d'occuper le poste, en ce moment, on va en conseil et le président du conseil est désigné. Voilà comment on désigne le président du conseil de l'ICC. D'accord. Bien. Donc, c'est tout un mécanisme tout à fait. De négociation, de consultation entre les États membres qui font que ça débouche sur un consensus. Mais vous avez quand même donc l'intervention des chefs d'État des pays producteurs dans non, pas à ce niveau. Je vous dis, l'intervention des chefs d'État arrive au niveau du directeur exécutif. D'accord. Moi, en tant que président du Conseil, je suis le PCA, c'est-à-dire la présidence est tournante. L'année prochaine, il y aurait un autre président du Conseil. Donc, ça n'arrive pas au niveau des chefs d'État, c'est au niveau du Conseil. Quand il s'agit d'élire ou de désigner le directeur exécutif qui conduit les opérations quotidiennes de l'organisation, en ce moment, les chefs d'État ou de gouvernement peuvent intervenir. D'accord. Alors, nous allons maintenant parler... Je ne peux pas finir. Vous voulez féliciter le président Ouattara, mais dans l'interview, je vous donnerai une occasion où vous allez féliciter le président Ouattara. Ne vous pressez pas. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que nous savons que le président Ouattara, il a une force au niveau des instances internationales. Donc, Bon, alors, maintenant que vous parlez du président Ouattara, permettez-moi de lui rendre hommage. L'ICCO a signé un accord de siège avec la Côte d'Ivoire en 2002. L'ICCO a été transféré de manière effective en Côte d'Ivoire en 2015. Ça, c'est le travail de M. Ouattara. D'accord, on reviendra sur cette délocalisation du siège de l'Organisation internationale du cacao. Alors, je voudrais avoir votre regard d'abord sur l'actualité internationale en rapport, bien sûr, avec cette culture pérenne que vous dirigez à l'échelle donc planétaire. La première question que je voulais vous poser, Monsieur le Président Touré, est-ce que la pandémie du Covid-19 a eu des effets sur la productivité des exploitations cacaoyères? Qu'en est-il des exploitations, par exemple, en Afrique? Est-ce que, vous me permettez cette troisième question, est-ce que la gestion actuelle de cette pandémie
est de nature à, comment dirais-je, de rétablir un fonctionnement normal des exploitations cacaoyères? Merci pour cette opportunité que vous me donnez. Je voudrais, avant de commencer, à votre permission, décrire un peu l'ICCO. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'ICCO. Je le dis parce qu'il y a beaucoup qui me demandent est-ce que je travaille à l'ICCO? Non, je ne travaille pas à l'ICCO. L'ICCO est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 1973, comme j'ai dit, sur les auspices des Nations Unies et qui fonctionne par accords successifs. Il y a eu l'accord de 73, celui de 80, celui de 93, celui de 2001 et nous sommes maintenant sur l'accord international de 2010. L'ICCO, c'est 92% des exportations mondiales de cacao et à peu près 80% des importations mondiales de cacao. L'ICCO, c'est 51 pays membres, comme je vous l'ai dit, mais je voudrais finir par dire ce que l'ICCO n'est pas pour qu'on puisse avancer dans le débat. L'ICCO n'est impliqué dans aucune transaction financière. L'ICCO n'est pas un organe de régulation et enfin l'ICCO n'est pas une agence de développement. Parlant de la pandémie, effectivement, la pandémie a fait beaucoup de dégâts au niveau de la cacaoculture, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Asie. Par ailleurs, quand vous prenez les pays européens et les pays de l'Amérique du Nord, la consommation, les breuvages ont aussi impacté par la COVID-19. Au nom de la Côte d'Ivoire, puisque je suis représentant de la Côte d'Ivoire, l'ICCO, avant le président du Conseil, nous avons demandé au secrétariat de l'ICCO de faire une étude sur l'impact de la COVID-19 sur le secteur mondial du cacao et proposer des mesures d'atténuation. Il s'agira pour nous de mobiliser des institutions comme la FAO, la Banque mondiale ou l'Union européenne en vue de recueillir des fonds pour soutenir les petits producteurs de cacao. Il faut dire qu'avec l'apparition de la pandémie et son impact sur les activités cacaoyères et le bien des producteurs, il est devenu pour nous, membres de l'ICCO, nécessaire de lancer un appel urgent aux partenaires de développement. L'actuelle pandémie de COVID-19 a fait apparaître un fait incontestable. La structure actuelle du secteur agricole ne fonctionne pas bien pour les petits exploitants de cacao. Faire face à l'impact de la COVID-19 nécessite donc pour nous une approche multidimensionnelle, capable de fournir des solutions qui permettent aux pays producteurs non seulement de surmonter les impacts actuels, mais de tracer aussi la voie d'un développement durable dans lequel des emplois seront créés, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population sera assurée et les gouvernements seront en mesure d'atteindre ces objectifs de développement durable. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la crise de la COVID-19 est un obstacle à la réalisation des objectifs pour le développement durable, c'est-à-dire l'éradication de la pauvreté rurale, et une menace pour les objectifs du développement durable de l'ONU, c'est-à-dire assurer la sécurité alimentaire. Donc, au mois d'avril, puisque c'est la prochaine session, le secrétariat de l'ICCO va conduire une étude sur l'impact de la COVID sur les petits producteurs de cacao. Et à partir de ça, quand on se reverra la prochaine fois, je vous dirai qu'est-ce qu'il en est et quelles sont les mesures que l'ICCO comprend pour soulager les petits producteurs de cacao d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. D'accord. Alors, oui, nous avons compris ce que vous étiez en train de dire avec beaucoup de pertinence. Oui, mais une gestion de cette pandémie se suit avec, comme vous le savez, des confinements dans les pays producteurs, la problématique du couvre-feu. Et est-ce que, selon vous, cela n'a pas de nature à ramener, si vous voulez, le bon fonctionnement des exploitations? Je reviens encore à ce que j'avais dit dès le départ.
La mission principale de l'ICCO consiste à promouvoir et à soutenir la durabilité économique, sociale et environnementale de la chaîne de valeur du cacao et en particulier à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao. Parmi les missions que l'ICCO a, elle soutient les plans nationaux de développement cacaoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cadre de la COVID, il appartient aux États membres de communiquer à l'ICCO l'état des lieux de l'impact de la COVID sur le secteur cacaoyer. L'ICCO, quant à elle, proposera un plan d'atténuation et de soulagement aux pays producteurs et les soutiendrait au cas où ils voudraient initier des actions. L'ICCO n'a pas vocation à se substituer aux États membres dans le cadre de leurs plans nationaux. Chaque pays devra traiter la question du COVID selon son plan national. Quant à nous, nous allons élaborer un plan national global et nous allons soumettre ça aux États membres pour voir s'ils souhaitent ou pas l'appliquer et si nous devons les accompagner dans l'application de ces mesures. D'accord. Mais en tant que président, vous allez m'excuser de cette organisation internationale. Est-ce que donc cette instance dont vous avez la charge pourrait participer, par exemple, sans l'appui des États producteurs, au financement de l'accès du vaccin contre le Covid dans les pays producteurs du Sud, par exemple? Non, ça ne serait pas dans les missions de l'ICCO. L'OMS, exceptionnellement. Non, ça c'est le travail de l'OMS. Le travail de l'ICCO, c'est d'assurer et d'accompagner les États membres à ce qu'il y ait une durabilité économique cacaoyère mondiale. Le problème des vaccins et des autres sujets que vous abordez appartiennent à d'autres organisations internationales. Nous ne pouvons pas nous substituer à l'OMS. Nous allons prendre des dispositions pour voir comment nous pouvons accompagner les États membres dans les dédommagements ou l'atténuation ou le soulagement de divers projets, mais nous ne pouvons pas nous impliquer dans le cadre des vaccins parce que ça demande beaucoup de fonds et je ne suis pas sûr que les généraux donateurs voudraient utiliser l'ICCO pour faire des vaccins dans les pays producteurs. Je ne suis pas sûr. D'accord. Vous avez une auditrice depuis la France qui nous dit que l'Organisation internationale du cacao est très, très riche, a beaucoup de moyens financiers pour participer à ce financement du vaccin. Bon, c'est une réaction donc d'un auditeur, on reviendra plus tard. Ce qu'elle a dit, je ne sais pas sur quoi elle se base pour dire que nous sommes très riches, ou bien parce qu'elle entend le cacao. Bon, si l'ICCO doit avoir des moyens, ça va être pour élaborer des projets pour améliorer les conditions de vie des producteurs. Mais ce n'est certainement pas pour faire des vaccins pour les producteurs. D'accord. Bien. Merci, Monsieur le Président Ali Touré. Je voudrais rappeler que vous êtes président de l'organisation du Conseil donc, de l'Organisation internationale du cacao. Alors, nous allons passer à la dernière question, disons la dernière partie de cette émission. Nous allons parler donc de cette matière première dont vous avez la charge, donc la cacao-culture, chères auditrices et auditeurs. Dans cette troisième partie donc de notre émission, Entretien vérité du Dr Jean-Émile Pétou et Jacques Roger, nous allons interroger M. Touré sur le devenir de la cacao-culture dans le contexte actuel de la mondialisation et de libéralisation des marchés. Il s'agit de mettre en exergue les enjeux liés aux politiques d'organisation des territoires et des différents acteurs, à l'instar des bourses cacaoyères, des institutions de régulation nationale des pays producteurs du cacao. On pourra parler aussi de l'organisation internationale du cacao, pourquoi des centres de recherche aussi comme le CIRAD. Nous verrons avec notre invité si l'hypothèse d'une nouvelle configuration des espaces mondiaux du cacao est en cours de structuration dans le sens de la régionalisation des marchés. Il existe cependant, chers auditrices et auditeurs, une problématique plus spécifique et appliquée aux pays producteurs, aux acteurs dominés. C'est dans ce cadre que s'inscrivent donc les questions sur l'Afrique. Alors, première question, Monsieur le Président Touré,
comment un État producteur peut-il s'employer à faire des produits d'une économie des traites soumise aux aléas d'une conjoncture régulée par d'acteurs internationaux un instrument efficace de développement? Bon, j'ai bien compris votre question, mais je voudrais indiquer quelque chose pour qu'on se comprenne. L'ICCO est une organisation qui parle à la fois des producteurs et des consommateurs. Premier point. Deuxième point, je suis le porte-parole des pays producteurs de cacao. Troisième point, je suis le président du comité de restructuration de l'Alliance des pays producteurs de cacao. Donc, j'ai 3 casquettes. Si vous me posez la question que vous me posez, j'ai la réponse, mais je ne vais pas donner l'impression aux gens que je suis assis en train de défendre les producteurs. Non. Je suis assis ici en train de parler d'une organisation qui parle des producteurs et des consommateurs. Donc, avec votre permission, moi, je souhaiterais que vous m'invitiez une prochaine fois avec la casquette de porte-parole des producteurs. Je vais vous dire ce que je pense que les producteurs devraient faire. Mais si aujourd'hui, vous concentrez votre interview sur les producteurs, je risque de me faire taper les doigts au conseil. Pourtant, je ne suis pas là pour les producteurs, je suis là pour la communauté cacaoyère mondiale. D'accord. Alors, mais dans la perspective des regroupements des territoires productifs, Monsieur le Président Touré, au centre des politiques institutionnelles d'équilibre du marché, est-elle susceptible, comment dirais-je, d'infléchir les mécanismes de régulation des cours du marché de la filière cacao, elle-même tributaire vous me permettez l'expression, du dictat des pays consommateurs? La question que vous posez est pertinente, mais elle relève de souveraineté nationale. D'accord. Elle relève de souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'il y a 3 zones de production. Il y a l'Afrique, à elle seule, qui fait entre 70 et 75%. Ensuite, la deuxième zone de production, c'est l'Asie avec la Malaisie et l'Indonésie. Et ensuite, il y a les pays latinos, l'Équateur, le Costa Rica, le Brésil, etc. La question que vous posez relève de la stratégie des États souverains. L'ICCO n'a pas vocation à élaborer ce sujet qui relève de la souveraineté des États. D'accord. Mais quelle est la place du cacao africain par rapport à celui des autres pays producteurs, à l'instar de l'Indonésie? La place, c'est-à-dire le rang? Oui, ça peut être au niveau de la qualité, le rang, etc. Bon. En Afrique, il y a 6 pays qui font entre 70 et 75% de la production mondiale. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a le Togo et il y a le Gabon. Le premier pays producteur mondial de cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est le Ghana. Le troisième pays se trouve en Asie, c'est l'Indonésie. En Côte d'Ivoire et dans les autres pays africains, en général, on fait du cacao normal. Dans les pays latinos, comme l'Équateur, le Costa Rica, la République dominicaine, on fait du cacao fin, qui est un autre type de cacao qui est beaucoup plus prisé et qui est beaucoup plus cher sur le marché international. Donc, la zone de production mondiale du cacao, c'est en Afrique, entre 70 et 75% de l'offre mondiale. D'accord. Est-ce que l'Afrique centrale, justement, au niveau de la production et de la qualité, s'en sort mieux que l'Afrique de l'Ouest? Répétez la question, est-ce que l'Afrique… En fait, je voudrais savoir si, est-ce que l'Afrique centrale, au niveau de la production et de la qualité du cacao, s'en sort-elle mieux que l'Afrique de l'Ouest? Moi, je représente la Côte d'Ivoire au Salon du chocolat chaque année. Depuis 2011. Les pays qui sont primés pour la qualité de leur cacao à Paris, au Salon du chocolat, à la porte de Versailles, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et les pays de l'Amérique latine. Je ne connais pas un pays de l'Amérique centrale qui a été primé à Paris, en tout cas où moi je vais, c'est-à-dire des manifestations relatives au cacao d'excellence. Voilà le nom des pays. Mais l'Afrique centrale, l'Afrique centrale ne fait pas du volume. En général, quand on ne fait pas du volume, c'est un peu difficile. Ça, c'est un. Et puis mais au niveau de la qualité, non? Moi, je ne connais pas la qualité de l'Afrique centrale. La plupart du chocolat que je goûte, c'est soit du chocolat du Ghana, de la Côte d'Ivoire,
du Cameroun et surtout des pays latinos. Oui, monsieur. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez clarifier pour nos auditeurs, vous avez parlé tout à l'heure d'un cacao fin et de cacao naturel. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Qu'est-ce qui fait la différence? La bonne fermentation, le très bon séchage vous donne directement la différence entre un cacao fin et un cacao naturel. C'est une question de technique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est des cacaos, la technique que tu fais te donne le genre de cacao que tu veux. Si tu prends des fèves de cacao, que tu les sèches très bien et que je sais pas comment on dit ça, le séchage et la bonne fermentation, tu auras forcément du cacao fin. D'accord. C'est un type de cacao en général qui est fait dans les pays latinos. Alors, excellent, monsieur Touré, vous avez parlé de certains pays producteurs du cacao de l'Afrique centrale. Justement, on constate une chute vertigineuse de la production cacaoyère d'Afrique, notamment dans la communauté des États de l'Afrique centrale. Par exemple, au Gabon, je vais vous donner un exemple. Ce pays avait selon mes recherches, et d'Afrique 2050, entre 1200 et 1500 tonnes il y a 20 ans, contre 200, je dis bien 200 tonnes de nos jours. Quelles seraient les causes de cette baisse? Il n'y a que le gouvernement et les structures techniques d'abord qui peuvent vous le dire. Ça peut être un abandon de la culture du cacao, ça peut être une maladie du verger, ça peut être une mauvaise gestion de la cacaoculture. Il n'y a que le gouvernement et les structures techniques. Au Gabon, c'est la Kestab qui gère le café cacao. Il n'y a que ces structures-là qui peuvent vous dire quelles sont les causes de la diminution de l'augmentation du cacao. Comme je vous ai dit, ce sont des actions et des politiques qui appartiennent aux États souverains. Si je me mets tout de suite à vous dire les raisons qui ont impacté la culture du cacao au Gabon, le gouvernement gabonais peut m'interpeller à tout moment. D'accord. Mais s'agissant du succès de l'agriculture moderne, elle passe, comme vous le savez, par la sélection des meilleures variétés résistantes aux maladies et plus adaptées aux écosystèmes dans lesquels ils doivent pousser. Alors, je voulais vous demander, qu'en est-il de la recherche en Afrique? L'industrie cacaoyère investit-elle dans l'éducation, par exemple, des jeunes, aux métiers, c'est-à-dire tous les métiers, depuis la production jusqu'à la transformation en produit fini que vous étiez en train de présenter tout à l'heure? Moi, je peux vous parler de la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien. Nous avons ici en Côte d'Ivoire un centre de recherche très performant, le Centre national de recherche agricole, le CNRA, qui produit du matériel végétal très performant. Pourquoi? Nous avons, vous savez, la maladie du Solen Shoot ici en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est une maladie qui peut détruire tout un verger en un temps record. Donc, nous avons, par voie de conséquence, développé du matériel végétal de haute qualité qui permet de protéger ce verger et d'avoir une cacaoculture normale. Donc, nous avons un centre de recherche qui fonctionne vraiment très bien et dont beaucoup de pays latinos et africains s'inspirent, puisque je suis celui par lequel les pays passent pour entrer en contact avec le CNRA pour bénéficier du transfert de technologie. D'accord. Alors, parlons maintenant de votre politique, donc de votre mandat. Alors, à propos de votre politique, vous la placez sur, je cite, l'amélioration des revenus des producteurs du cacao à l'échelle du monde. Par rapport à cette ambition, Monsieur le Président Touré, est-ce que le planteur ghanéen, le planteur indonésien, le planteur camerounais, le planteur nigérien, le planteur comorien, le planteur gabonais que vous étiez en train d'évoquer, on peut même parler du planteur des îles Fidji, ou bien des habitants des îles Fidji, vivent-ils mieux par rapport à la vente de leurs produits au niveau national? Ça, vous me demandez de faire une étude comparative. Je ne peux pas la faire. Il n'y a que les structures techniques dans les pays d'origine qui peuvent la faire. Par contre, ce que moi je peux vous dire, puisque c'est moi qui ai parlé du revenu décent, en septembre 2019, le Conseil de l'ICCO a validé un plan d'action stratégique 2019-2024
dans lequel le revenu du paysan occupe une place de choix. Premier point. Deuxième point. Sur 100 milliards de dollars que génère la filière mondiale du cacao, moins de 6% reviennent aux pays producteurs. Et enfin, troisième point, quand je prends l'historique des prix de l'ICCO, entre 1973 et 1975, la tonne de cacao était entre 6 000 et 8 000 dollars. Entre 1983 et 1989, elle était entre 4 000 et 6 000 dollars. La campagne cacaoyère, 1976-1977, la tonne de cacao était à 15 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 2500. Donc, nous avons interpellé, nous, la Côte d'Ivoire, le conseil de l'ICCO, pour leur dire que sans fèves de cacao, on n'aura pas de chocolat. Donc, le planteur africain, asiatique et américain devient le maillon faible de la chaîne de valeur du cacao. Et que si nous voulons avoir une durabilité dans l'économie cacaoyère mondiale, il est pressant et il est urgent que nous puissions se pencher sur la question des revenus décents. Les systèmes de commercialisation différents selon les pays, c'est sûr que les prix vont différer selon les pays. Mais nous avons souhaité, et nous l'avons dit au Conseil, qu'il est important que nous puissions être regardants sur les prix aux producteurs. Je peux vous dire, monsieur, le 27 janvier dernier, c'est-à-dire le mois passé, pour la première fois, nous avons eu une session spéciale sur le revenu décent. Il y a 3 initiatives actuellement qui sont en cours. La première initiative, c'est le dialogue permanent entre l'Union européenne, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La deuxième initiative, c'est l'Alliance pour le revenu vital dans le cacao, qui est une alliance qui a été élaborée par les pays consommateurs de l'Union européenne. Et la troisième initiative, c'est une durabilité pour le cacao africain. Donc, toutes ces initiatives, pour nous, concourent à des débats. Vous savez, il y a 20 ou 30 ans de cela, le système de commercialisation du cacao se basait sur les quotas et sur les contingentements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays producteurs, les pays consommateurs se mettaient d'accord sur une quantité de cacao à mettre sur le marché en fonction de la demande. Depuis la révision des différents accords passés, il n'y a plus de système de quotas. Donc le marché est un marché libre, avec comme fondamentaux l'offre et la demande. Et comme on s'est rendu compte que les fluctuations des prix sur le marché avaient un impact sur les revenus des petits producteurs de cacao, on s'est dit, si on parle de revenus décents, il faut qu'on parle du prix. Et si on parle du prix, il faut qu'on parle du prix sur le marché international. Donc voilà, sur ce mandat que je compte faire évoluer les choses. Je peux vous dire que ça se passe très bien, puisque au niveau de l'ICCO, que ce soit les consommateurs, les producteurs, le secteur privé, les multinationales, les ONG, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on soit regardant sur le revenu des producteurs si on veut avoir une durabilité de la cacao-culture. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Alors, il y a un auditeur qui insiste sur cet aspect. Bon, je vous avais déjà posé cette question, mais lui, il voudrait savoir comment allez-vous faire concrètement pour améliorer le revenu des petits producteurs, par exemple, de l'Afrique au niveau des revenus, bien sûr, même si vous gérez toute l'échelle, hein, donc l'échelle planétaire. Oui, l'accord historique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur le différentiel de revenus décent, à savoir accorder 400 $ la tonne de cacao, est un bon pas vers cette direction. C'est un accord historique qu'il faut saluer. Nous, à l'ICCO, on n'élabore pas dessus parce que à la session du mois d'avril, les autorités ivoiriennes ghanéennes ont été invitées à faire une présentation sur cet accord historique. On pourra en parler peut-être après le mois d'avril. Mais le plus important, c'était que les acteurs de la chaîne de valeur comprennent la nécessité de se pencher sur le revenu du producteur. Tout est question de négociation. Personne n'a la possibilité d'influencer
le marché. Mais si nous nous asseyons avec les acteurs de la chaîne des valeurs, nous pouvons trouver un compromis dynamique sur la question du revenu des producteurs. Donc, ce sont des négociations. L'ICCO est une plateforme de discussion. Tous les acteurs que vous connaissez, les multinationales, les chocolatiers, les ONG, les plus grands consommateurs et les producteurs, se trouvent au sein de l'ICCO. Donc, nous pensons que l'ICCO est la plateforme idéale pour discuter de ces questions et d'avancer au niveau du revenu des producteurs. Et nous sommes confiants. Bien. Merci, Monsieur Ali Touré. Je voudrais rappeler aux auditrices et auditeurs d'Afrique 2050 que nous recevons en exclusivité son Excellence Ali Touré, président du Conseil de l'Organisation internationale du cacao. Il est en direct depuis Abidjan. Alors, Monsieur le Président, sur la fixation du prix du cacao, vous êtes prononcé que, je cite, l'Organisation internationale du cacao n'a pas vocation à s'occuper de cette fixation de prix. Fin de citation. Alors, est-ce que ce n'est pas une sorte de faiblesse? Ne trouvez pas que c'est dommageable après, comment dirais-je, la destruction des structures étatiques comme les caisses de stabilisation et de péréquation ou de régulation qui servaient, vous me permettez l'expression, de matelas pour protéger le petit producteur sur des variations des prix du cacao au niveau international? Non, ce n'est pas dramatique parce que les organisations internationales fonctionnent par accord. L'ICCO n'a pas vocation à participer à la fixation des prix. Les pays producteurs que vous connaissez, ils ne participent pas à la fixation des prix à l'international, c'est-à-dire à la bourse de Londres ou à la bourse de New York. Ce que nous demandons, nous, l'ICCO, c'est la transparence du marché. Et ça, c'est un combat aussi que nous faisons. Nous sommes convaincus que si le marché est plus transparent qu'il l'est, ça pourrait améliorer le revenu des producteurs. Mais l'ICCO ne peut pas se substituer aux organisations internationales qui sont impliquées dans la fixation des prix. Nous sommes une instance de dialogue, de discussion et de coopération. Et nous accompagnons les États membres dans leur plan de développement, dans leur politique de consommation. Par exemple, nous disons, par exemple, aux pays producteurs de cacao, si vous ne voulez pas toujours être tributaire des prix, transformez votre produit et consommez votre produit. Si les pays producteurs de cacao transformaient plus et consommaient plus, peut-être qu'ils ne seraient pas toujours victimes des prix à l'international. Donc, dans l'accord de 2010, il est bien spécifié que nous suggérons et nous accompagnons les États membres qui voudraient transformer, qui voudraient consommer ce qu'ils mangent. En consommant, on vend moins de fèves sur le marché, donc on est moins tributaire des fluctuations. Et en transformant, on ajoute une plus-value et on crée des emplois. Justement, la consommation du chocolat que vous êtes en train d'évoquer, comme vous le savez, ne rentre pas dans les habitudes alimentaires des pays producteurs, par exemple du Sud, donc du Sud de façon générale, et de l'Afrique de manière particulière. Alors, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous, en tant que président du Conseil de l'Organisation internationale du cacao, comptez-vous faire pour renverser cette tendance? Non, c'est-à-dire que nous, on ne peut rien faire. Nous, on ne peut que suggérer aux États membres, comme on l'a dit lors des différents conseils, messieurs les membres producteurs de cacao, transformez votre cacao, consommez votre cacao. On ne peut que suggérer. Et on peut établir ou élaborer des projets relatifs à la consommation et à la transformation et accompagner les États membres, pas plus. Transformer le cacao ou le consommer relève de la décision des États. Il y a des gens pour qui le cacao est un élément stratégique et il y en a pour qui c'est juste une culture de rente. Donc chaque État devra décider qu'est-ce qu'il fait de son cacao. Est-ce qu'il a envie de faire un produit de luxe? Est-ce qu'il a envie de le commercialiser? Est-ce qu'il pense que c'est plus rentable de vendre les fèves que de transformer? Est-ce qu'il souhaite faire la première transformation? Chaque État est libre de choisir la politique commerciale qu'il veut concernant le cacao. Nous accompagnons les États dès qu'ils auront fait le choix de la façon dont ils voudront commercialiser leurs fèves de cacao. S'ils veulent transformer, nous les encourageons.
S'ils veulent consommer, nous disons que c'est très bien, mais nous ne pouvons pas nous substituer aux États membres pour leur dire transformer, on a déjà assez déjà. Donc, il appartient à chaque État membre de faire de son cacao ce qu'il pense est bien pour son économie. Et nous venons vraiment accompagner les États membres et apporter le soutien qu'on peut apporter au niveau de la technicité, transfert des technologies, on amène les experts, enfin bref. On organise même des manifestations relatives à la consommation, enfin bref. Docteur, je vous en prie, Jacques. Oui, j'ai une question pour votre invité. Il y a beaucoup de questions des auditeurs qui n'arrivent pas du tout à faire la différence entre les deux fonctions de notre invité, à savoir, il est le président de l'ICCO et ensuite, il défend aussi les planteurs ivoiriens. Alors, comment on peut être le président de l'ICCO qui englobe les intermédiaires, les planteurs et les consommateurs, et à la fois aussi président des planteurs, j'allais dire, ivoiriens, et être aussi efficace? Bon, c'est comme si vous me dites, la question est pertinente, c'est comme si vous me dites, bon, Jacques Roger est président du Burundi et demain il est président de l'Union africaine. Et on lui pose la question, comment il peut être président de l'Union africaine et défendre les Burundais? Donc je reviens à moi. Moi, je suis de manière conjoncturelle président de l'ICCO. Ma présidence finit au mois de septembre 2021. Mais je suis de manière structurelle le porte-parole des pays producteurs. Mais je voudrais dire à l'auditeur ou à l'auditrice qui a appelé, c'est une bonne chose. Parce que, étant président du Conseil, j'ai eu une occasion en or de mettre en exergue les préoccupations des pays producteurs. C'est une occasion inouïe. Qu'un producteur soit à la tête de l'ICCO, c'est une occasion non seulement de parler pour les producteurs et pour les consommateurs, mais c'est une plateforme en or où on peut parler. Peut-être que vous ne verrez jamais un consommateur à la tête de l'ICCO parler des prix, puisqu'ils ne sont pas producteurs de cacao. Oui, mais Excellence, ça devient, vous devez en même temps l'avocat, et en plus, vous défendez aussi ceux qui achètent, si vous voulez, le café cacao. Comment vous pouvez être aussi effectif? En fait, monsieur Jacques Roger, je ne défends pas les acheteurs de cacao, les vendeurs de cacao. Je défends la chaîne de valeur du cacao où, au long de la chaîne, tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire le petit planteur, le trader, le négociant, les multinationales, les pays consommateurs. Il faut que chacun trouve son compte dans l'économie cacaoyère pour qu'elle soit durable. Mais on constate que tout le monde trouve son compte, sauf les petits producteurs. Oui, mais pour une question d'efficacité et excellence, oui. C'est intéressant. Pour ne pas qu'il y ait des cumuls de fonctions, de confier, si vous voulez, le rôle de défendeur, permettez-moi l'expression, des planteurs à une autre personne, jusqu'à ce que vous finissiez avec votre fonction en tant que... Monsieur Jacques Roger, vous êtes à Washington. Le représentant de la Côte d'Ivoire, l'ONU, il peut être président de l'Assemblée générale de l'ONU? Oui, il peut pas. Est-ce que le représentant d'un pays à l'ONU ne peut pas être président de l'Assemblée générale de l'ONU? Dans ces conditions, est-ce que sa fonction de président, du représentant d'un pays ne cesse pas à ce moment? Non, ça ne peut pas cesser. Tout ce qu'il a à faire seulement, c'est mettre son adjoint à septembre, ça ne peut pas cesser. Ça ne peut pas cesser. Donc, au niveau du collège des producteurs, nous sommes très bien organisés, chers frères. Il y a 22 pays producteurs de cacao. Ça ne cesse pas. Ce sont des fonctions temporaires qui permettent aux uns aux autres de faire leurs preuves et de voir comment un agenda global peut avancer. Mais le problème, ce n'est pas de défendre les producteurs, c'est de défendre la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale. Il faut que ce soit bien clair et bien précis. Si je veux défendre les cacaoculteurs, en ce moment, je vais au niveau de l'Alliance des pays producteurs de cacao. Docteur Mouketou. Est-ce que vous êtes satisfait, M. Roger? Pas tellement, mais je reviendrai tout à l'heure. D'accord, je suis là pour répondre à vos questions. D'accord, bien, merci Monsieur le Président Touré. Alors, vous avez parlé du siège de l'Organisation internationale du cacao. Alors, justement, depuis longtemps, comme on le dit, ce siège était basé à Londres, donc en Angleterre. Alors, qu'est-ce qui fait que ce siège soit délocalisé à Abidjan, qui est la capitale administrative de Côte d'Ivoire, donc votre pays d'origine? Quel a été, vous me permettez, cette question, l'impact des décideurs politiques dans ce déménagement? Je vais citer, est-ce que
président Ouattara n'a pas joué encore un rôle dans cette délocalisation, ou bien les anciens présidents de la République depuis Houphouët-Boigny? Bon, il faut que je vous donne l'historique de la délocalisation. Je vous en prie. En 2002, la Côte d'Ivoire signe un accord de siège pour le transfert du siège de Londres à Abidjan. Nous nous sommes rendus compte en 2001 que, eu égard aux difficultés financières de l'organisation, les membres du Conseil ont décidé de délocaliser le siège. Il y avait 2 ou 3 candidats. Il y avait même l'Allemagne qui était candidat, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Ghana. Au bout des discussions et des négociations, la Côte d'Ivoire a été retenue pour abriter le siège. C'était 2001. Donc en 2002, un accord de siège a été signé entre la Côte d'Ivoire et l'ICCO. Malheureusement, de 2002 à 2010, la Côte d'Ivoire a connu de fortes turbulences, comme vous le savez. Donc, on n'a pas pu délocaliser le siège de 2002 à 2010. En 2010, après les élections présidentielles, le président Ouattara, ayant pris les manettes du pouvoir, a souhaité, au nom de la continuité de l'État, que nous puissions continuer le processus. Donc, le dossier m'a été confié avec le ministre du Commerce à l'époque, le ministre Jean-Louis Billon, pour que le transfert soit effectif, dans la mesure où l'accord de siège avait déjà été signé depuis 2002. Celui qui a permis au siège de venir en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Puisque les critères qui avaient été énoncés pour le transfert effectif du siège ont été remplis par le gouvernement de M. Ouattara, sous son autorité. Toutes les instructions que nous avons prises pour faire la tournée des pays membres du Conseil en vue du transfert de cette institution ont été données par M. Ouattara. Donc moi, je peux dire, en tant qu'acteur principal de ce transfert, que c'est grâce au président de Ouattara, grâce à son leadership, grâce à sa persuasion, grâce aux arguments qui ont été avancés et grâce surtout à l'amélioration de l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire que nous avons pu obtenir le transfert du siège à Abidjan en 2015. Donc, je ne me suis pas trompé, Monsieur le Président. Non, vous n'êtes pas trompé. Je ne me suis pas trompé, alors très bien. Alors, restons un peu sur votre pays d'origine, donc la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sont les différents gouvernements des présidents Félix Houphouët-Boigny, ensuite il y a eu le président Bédié, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, ensuite le président actuel, donc le président Alassane Ouattara, qui ont fait que les cadres, les chercheurs ivoiriens puissent occuper des postes stratégiques dans les domaines des matières premières à l'échelle du monde? Je ne sais pas, bon, je n'ai pas connu les autres gouvernements. Je peux quitter votre cas. Voilà, je n'ai pas connu les autres gouvernements. J'ai la chance de travailler sous la présidence du président Ouattara. Il y a beaucoup, effectivement, d'Ivoiriens qui siègent dans les organisations internationales. Moi, je prends mon cas. Dans toutes ces organisations internationales, il y en a une quinzaine, tous les Ivoiriens qui sont des organisations internationales, quand je peux les aider, je les aide. C'est une consigne qui m'a été donnée de faire la promotion et d'aider tous les Ivoiriens qui sont à mesure d'occuper de hautes fonctions dans les organisations internationales de produits de base. En tout cas, moi, c'est la consigne que j'ai reçue et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, finalement, quel est le secret de la Côte d'Ivoire concernant la recherche scientifique dans le domaine des cultures de rente? On peut parler aussi des cultures minières, les matières d'élevage et d'autres cultures. C'est quoi le secret? Ça, c'est une question que vous pourriez poser au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, par exemple. Vous vous intéressez pas? Vous intéressez pas? Si je m'intéresse à ça, mais ça sort de mes attributions. D'accord. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Sinon, que ce soit la politique agricole, que ce soit le PNIA, le Programme national d'investissement agricole, que ce soit le comité interministériel des matières premières, il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour parler de ces sujets.
Bien, merci. Au cours de la campagne cacaoyère, je crois 2019-2020, le prix du cacao a été relevé à 1,53 euros. On parle de 1000 euros, donc l'équivalence du kilo de cacao. Ça paraît être, comment dirais-je, une bonne politique cacaoyère prise par le président Ouattara, donc dans votre pays d'origine, avec l'idée d'améliorer donc les revenus des petits producteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les producteurs se retrouvent avec des stocks non achetés? Est-ce que, Monsieur le Président Touré, c'est un problème des intermédiaires, c'est-à-dire des multinationales qui ne veulent pas acheter des stocks des producteurs au prix des marchés, ou alors le problème est ailleurs? Ça, c'est une question en Côte d'Ivoire qu'il faut poser au DG du Conseil et du café et cacao. Parce que c'est le régulateur qui s'occupe de la gestion de la filière café-cacao, y compris des prix. Mais s'agissant des intermédiaires internationaux... C'est ce que je dis. Moi, en tant que président de l'ICCO, je n'ai pas le droit de me prononcer sur ces sujets qui concernent les États souverains. Par exemple, le différend entre Hershey, Mars et le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas parler de ça au niveau de l'ICCO. D'accord. Alors, s'agissant du planteur ivoirien, on peut citer aussi les autres planteurs. Hein. Est-ce que ce planteur est-il toujours riche comme sous l'époque du président Houphouët-Boigny, avec l'existence de la caisse de stabilisation et de péréquation qui, comme je disais, défendait les intérêts des paysans agricoles ivoiriens du cacao dans une optique d'assurance d'un prix plancher qui leur permettait, par exemple, de continuer à exercer leur métier en toute quiétude, surtout en cas de baisse des prix internationaux de cette matière pérenne? La problématique que vous venez de soulever, c'est ce qui a fait l'objet de l'accord historique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le prix plancher améliore le revenu des producteurs. J'ai demandé au nom du Conseil aux deux États membres de nous faire une présentation au mois d'avril, c'est-à-dire dans 2 mois. Je pourrais répondre à cette question quand la présentation sera faite au mois d'avril, c'est-à-dire si vous m'invitez en juin ou en juillet, je vous en dirai plus sur cette initiative et ce qui a été fait. Donc, soyez patients, vous pouvez me réinviter, invitez-moi en mai ou en juin, je vous en parlerai. Mais les prix passés dont vous parlez, c'est ce qui a motivé l'accord historique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le différentiel de revenus descend. D'accord. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur du cacao. Vous me permettez, est-ce qu'une dépendance de ce pays, premier pays donc producteur du cacao, vis-à-vis des prix mondiaux, ne l'expose pas-t-elle à des chocs majeurs, par exemple, en cas de crise de baisse des prix internationaux du cacao? Des mécanismes ont été mis en place pour pallier à votre inquiétude et à votre préoccupation, mais je ne peux vous en parler qu'après la session du Conseil d'avril. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire maintenant? Parce que je ne peux pas me prononcer au nom du Conseil avant que le Conseil ait la présentation des pays membres. D'accord. J'ai l'impression que le président de l'Organisation internationale du cacao est élu, il n'est pas trop libre dans ses décisions. Non, c'est ce que je dis. Au niveau du Conseil du cacao, les débats se font et les décisions se prennent par consensus. Mais le président du Conseil de l'ICCO ne peut pas venir parler d'un sujet qui n'a pas encore été à l'ordre du jour du Conseil. Je donne un exemple. Supposons que qu'on vous dit impact de la COVID sur les pays producteurs de cacao. Voilà ce qu'on a constaté, voilà les dégâts, voilà le projet qui est élaboré, voilà les actions qui doivent être prises. Et vous venez, vous me demandez l'étude sur l'impact du COVID, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis non, que l'étude n'est pas encore sortie, attendez que l'étude sorte, que les simulations soient faites, que les décisions soient prises, que les actions ciblées soient numérées, et je vous parle de ça. Mais je ne peux pas venir à une radio parler d'un sujet qui n'a pas été élaboré au Conseil. D'accord. Je vais essayer de reformuler. Mais je vais vous mettre à l'aise. Le président de l'ICCO est très libre. C'est pour ça que j'ai accepté de venir sur votre radio. Mais il est libre tant que les informations ont été partagées par le Conseil. Il y a même des informations au niveau du Conseil que j'ai qui n'ont pas fait l'objet de discussions, dont je ne peux pas parler sur votre chaîne, puisqu'ils n'ont pas fait l'objet de discussions. D'accord.
je vais essayer de reformuler ma question autrement. Est-ce qu'une forte dépendance de la Côte d'Ivoire sur le cacao ne serait-il pas dangereux, Monsieur le Président, au sens de lui générer une espèce de syndrome hollandais? Cette question que vous venez de poser là, c'est une très bonne question, mais il faut la poser au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce sont ses prérogatives, ça. Ce ne sont pas les miennes. Alors, la vision de l'économie cacaoyère et du café est élaborée par le président de la République. Elle est mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture et la structure technique qui la met en œuvre à travers l'agriculture, c'est le Conseil Café-Cacao. Dès l'instant qu'on comprend ça, on ne fait plus de mélange de genres. Et il faut que chacun, c'est peut-être un peu ça le problème de l'Afrique, il faut que chacun reste dans son domaine de compétences. La vision de l'économie cacaoyère et caféière ivoirienne, c'est la vision du président de la République. Les structures qui les met en œuvre, c'est le ministère de l'Agriculture et le Conseil Café-Cacao. D'accord. J'insiste sur la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, c'est le premier pays producteur de cette matière de commercialisation. Alors, pourquoi, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, vous me permettez encore de revenir sur la Côte d'Ivoire, pourquoi la Côte d'Ivoire n'opterait-elle pas plus pour, par exemple, une stratégie de développement auto-centré ou de marché intérieur avec son cacao au sens de plus industrialiser, par exemple, sa filière que de continuer à massivement exporter à l'état brut? Bon, là, au moins, je peux élaborer un peu pour vous rassurer. Le gouvernement ivoirien, conformément à la vision du président de la République, a élaboré un vaste plan de transformation et de consommation du cacao en Côte d'Ivoire. J'en avais pour preuve, il n'y a pas longtemps, nous avons lancé des travaux pour la construction de 2 usines de transformation de cacao en Côte d'Ivoire. Une à Abidjan et une à San Pedro. Les stratégies relatives au cacao ou au café, je répète, sont élaborées à un niveau ministériel avec comme bras séculaire le Conseil Café-Cacao. Moi, je vous encourage à inviter le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire ou le DG du Conseil Café-Cacao qui répondra à toutes vos questions. Mais si, en tant que, je vous répète, si vous voulez que je m'adresse à vous en tant que porte-parole des producteurs, invitez-moi en tant que porte-parole des producteurs. Mais si vous m'invitez en tant que président de l'ICCO, je ne peux que vous parler que de l'ICCO. Parallélisme des formes. D'accord. Essayons un peu de parler du foncier. Je ne sais pas si votre... Le foncier ne rentre même pas dans mes attributions. Ça, c'est dans l'attribution du ministère de l'Agriculture. C'est lui qui fait le foncier. Oui, mais je voudrais en parler en lien avec les cultures cacaoyères. Est-ce que ce foncier ne crée-t-il pas de conflits majeurs, c'est-à-dire de répartition des terres, par exemple, entre les autochtones, les étrangers venus, par exemple, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry? Vous savez que le foncier est un thème tellement sensible que l'ICCO ne va jamais élaborer ou faire des débats sur le foncier d'un État souverain. Ce n'est même pas à l'ordre du jour dans l'agenda de l'ICCO, le foncier. Ça, c'est des politiques nationales. Mais est-ce que vous, par exemple, permettez-moi de vous couper la parole, est-ce que vous, par exemple, vous pouvez faire des propositions sous forme de stratégie pour régler ces problèmes du foncier en lien avec la... Vous parlez de l'ICCO? L'ICCO? Oui, oui. Je ne sais pas, mais ça ne s'est jamais fait. Parce que n'importe quel État, quand vous parlez de foncier... Ça peut être une stratégie que vous pouvez utiliser pour régler ces problèmes. C'est ce que j'ai dit, monsieur. Quand vous parlez du foncier, comme c'est un sujet sensible, n'importe quel État peut vous dire « mind your business ». D'accord. N'importe quel État souverain peut vous dire « les affaires du foncier, les affaires d'ethnie, ça c'est notre affaire, ça c'est pas votre affaire ». Mais depuis que moi je suis à l'ICCO, ça me fait 17 ans de présence, je n'ai jamais vu un membre de l'ICCO parler du foncier d'un État souverain. D'accord, très bien. Alors,
Parlons maintenant, revenons un peu sur la production du cacao qui se fait au sud, comme vous le savez, alors que les fortunes, vous me permettez l'expression, se bâtissent au nord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que votre organisation voit ces disparités? Est-ce qu'il y a des mesures en faveur, par exemple, de la transformation du cacao dans les pays producteurs? Ce que l'ICCO voit, c'est que le producteur doit pouvoir vendre ses fèves à un prix juste, à un prix équitable. À l'heure où je parle, nous pensons que le producteur n'est pas rémunéré à un prix juste, à un prix équitable. D'où toutes ces négociations dont je vous avais parlé avec l'Union européenne, avec Alico, avec le cacao africain, avec les multinationales, avec les ONG. La disparité entre les pays consommateurs et les pays producteurs n'est pas le problème. Le problème, c'est comment le petit producteur arrive à vivre dignement de sa culture de cacao. Comment on améliore les revenus des pays producteurs? Comment on scolarise ces pays producteurs? Comment on les nourrit? Comment, au sortir de sa cacaoculture, il peut se dire, le travail que je fais, ça vaut la peine, pour ne pas qu'il abandonne la cacaoculture pour aller faire l'EVA ou le café ou le soja ou le riz. Donc, notre problème, c'est comment on peut permettre aux producteurs de cacao de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie d'avoir des prix justes et des prix équitables. En tant que producteur, on ne commande pas les prix, on ne fait pas le monde. On demande seulement de payer le juste prix aux producteurs du cacao, car si on n'adresse pas ce problème maintenant urgemment, un mois viendra où on n'aura plus de cacao, et si on n'a plus de cacao, on n'aura plus de chocolat. Et ça, ce message, il a été compris par tout le monde, y compris les consommateurs. D'accord. Alors, quelle part représente le cacao dans le PIB à l'échelle du monde, à l'échelle africaine, à l'échelle, par exemple, de la CEDEAO, à l'échelle de la CEMAC? On peut parler aussi des recettes d'exportation et des recettes budgétaires, Monsieur le Président. Non, ça, je n'ai pas ces chiffres parce qu'au niveau de l'ICCO, quand on fait les statistiques, c'est au niveau de la production, au niveau de la consommation, au niveau des stocks et au niveau des broyages. Mais ces genres de chiffres et de données, vous pouvez les avoir avec les organisations régionales et sous-régionales africaines. Mais à l'ICCO, n'ont pas ce genre de chiffres. On peut vous donner des chiffres sur la production, la consommation, les broyages, les stocks, mais pas sur le PIB des États membres ou bien non. Ça, c'est des informations qui sont publiques, mais en tout cas, nous n'entrons pas dans ces informations. D'accord. Et quel rang occupent les pays africains producteurs du cacao sur les marchés internationaux? Oh, je pense qu'après la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Indonésie, vient le Nigeria, le Cameroun. Les plus grands producteurs sont en Afrique. Les deux plus grands producteurs qui sont de l'autre côté, en dehors de l'Afrique, je pense, on voit la Malaisie, on voit l'Indonésie, mais en général, les plus grands producteurs sont en Afrique ici. Est-ce que ces pays sont capables, par exemple, d'influencer, bon, vous l'avez déjà évoqué, hein, je reviens sur influencer, par exemple, le prix marché par la baisse des volumes de production en vue des hausses, par exemple, du prix et des recettes d'exportation et budgétaires, favorables, par exemple, à un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Ghana, un pays comme le Nigeria, par exemple. C'est ce que je vous dis. Ce que vous venez de dire là, ce sont des bonnes pratiques et ce sont des bonnes mesures. Mais quel moyen vous avez pour demander à un pays de ne pas avoir sa production ou de la diminuer? Vous n'avez pas. Un pays souverain est libre de faire le tonnage qu'il veut. Puis je vous ai dit au début qu'il n'y a plus de quotas. Le marché est libre. Nous sommes dans les fondamentaux de l'offre et de la demande. Un pays qui veut faire autant de tonnes, il le fait, puisqu'on ne peut pas l'empêcher de faire autant de tonnes. Seulement, si les fèves inondent trop le marché, ça casse les prix. Mais on ne peut pas demander à un État membre d'arrêter ou de stopper ou de diminuer. C'est difficile. C'est ça la difficulté de l'affaire. C'est pour ça que je voulais dire au départ que ce sont des politiques de souveraineté nationale. Excellent. D'accord. Aller du côté de Jacques Roger avant de vous demander votre mot de la fin. Oui, Excellence, merci beaucoup. Alors,
J'ai des questions donc des auditeurs. Tout à l'heure, vous aviez dit que l'ICCO ne se mêlait pas des problèmes de foncier et rural pays, hein, c'est d'accord. Mais quel est le regard que l'ICCO porte par rapport à l'utilisation des enfants, comme on appelle en guillemets, des enfants esclaves, dans la production, la consommation et la distribution du cacao? Et pourquoi la Côte d'Ivoire est sanctionnée? La Côte d'Ivoire est sanctionnée? Ça, c'est vous qui me l'apprenez. La Côte d'Ivoire avait, pas sanctionné, mais tout à l'heure, les sanctions en planaient voilà, sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je peux vous dire, vous êtes aux États-Unis. Pardonnez-moi de préciser, Jacques Roger fait bien pardonnez-moi de vous couper la parole. Jacques Roger, merci. Nous avons par exemple un journal français, Ouest France, qui dit ceci: des ex-enfants esclaves en Côte d'Ivoire accusent les chocolatiers. Bon, moi, je n'ai pas cette information, mais je voudrais répondre sur Jacques Roger. Jacques Roger, il est aux États-Unis, là-bas à Washington. Moi, je peux lui dire que, contrairement à ce qu'il a dit, moi, j'ai eu beaucoup de coups de fil et de contacts du privé américain, par exemple la World Cocoa Foundation, qui sont très contents des actions que la première dame mène dans le domaine spécifique qu'il a mentionné. Ensuite, au niveau de la déforestation, parce qu'il y a deux sujets importants qui intéressent les consommateurs, le travail des enfants et la déforestation. Vous pouvez fouiller dans vos archives les contacts que la Côte d'Ivoire a avec l'Union européenne et les pays de l'Amérique du Nord montrent que les parties prenantes, les consommateurs, sont très satisfaits des efforts et des actions qui ont été menées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de ces deux problématiques. Donc, je n'ai jamais entendu que la Côte d'Ivoire avait été pénalisée ou avait été... Oui, mais des sanctions planaient, Excellence, des sanctions planaient sur la Côte d'Ivoire, d'où la première dame, elle a séjourné aux États-Unis à plus de 2 reprises pour essayer d'expliquer la position de la Côte d'Ivoire. Mais ce sujet des enfants esclaves-là, des enfants d'adaptation, ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, hein, c'est un phénomène global, comme je vous l'ai dit, mais au niveau de l'ICCO, plus de l'ICCO on parle, ce sujet n'est jamais venu dans l'ordre du jour des travaux de l'ICCO. En général, ce sont des questions qui se gèrent de façon bilatérale entre les États membres. Mais dans l'ordre du jour de l'ICCO, dans nos travaux, nous n'avons jamais abordé la question de la déforestation ou la question du travail des enfants dans la cacaculture. Mais est-ce que vous êtes préoccupé par ça, puisque à l'international, on en parle? Oui, mais pour qu'on soit préoccupé par ça, il faut qu'il y ait un État membre qui envoie ça sur la table du Conseil. Si ce n'est pas sur la table du Conseil, il y a des instances beaucoup plus appropriées que le Conseil de l'international du cacao qui peuvent gérer cette question. Par exemple, entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, cette question est traitée. Ne croyez pas qu'elle n'est pas traitée. Oui, elle est traitée. Vous êtes africain et vous savez, certainement, je ne sais pas si vos parents avaient des plantations, mais des enfants, pendant les vacances, travaillaient avec donc, des parents, ce que des Européens peuvent considérer comme des enfants esclaves. Alors, est-ce que... nous effectuons. Moi, je prends mon cas. Sortons du cadre de la Côte d'Ivoire, du cadre de l'ICCO. Moi, mon grand-père était à Djokoui, dans le Guémon. Quand j'étais petit, j'allais chez mon grand-père, je l'accompagnais dans la plantation pour rester avec lui. Mais ça, ce n'est pas le travail des enfants, ça. En même temps qu'on fait le combat pour le travail des enfants, en même temps, nous expliquons à nos partenaires qu'il faut faire attention. Le travail des enfants ne consiste pas à ce que des enfants accompagnent leurs parents dans la cacaculture. Le travail des enfants, c'est quand l'enfant n'a pas l'âge requis pour travailler, qu'on lui fait faire des travaux forcés dans une plantation. Mais accompagner ses parents à une plantation, ce n'est pas le travail des enfants. On avait l'impression qu'il y avait une industrie qui était en train de s'installer en Côte d'Ivoire où des enfants venaient des pays voisins tels que la Guinée, le Burkina Faso et le Mali, qui allaient directement dans des plantations. Donc ça devenait maintenant un trafic, Excellence. Et là, à l'international, on en parle. Je continue de dire, vous avez dit un mot qui est très important, on avait l'impression. Donc, mettons ça dans une impression. Mais moi, je peux vous dire que moi, au poste où je suis, puisque j'ai quand même des informations que vous n'avez pas, je traite avec la chaîne de valeur du cacao mondial. Tous ceux à qui j'ai parlé, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, vous êtes, que ce soit en Europe, me disent qu'ils sont contents de la façon dont la Côte d'Ivoire traite cette problématique du travail des enfants. Donc moi, je ne vois pas de problème. Mais je n'ai jamais entendu que la Côte d'Ivoire ait été sanctionnée. Pas du tout. D'accord. Alors, la dernière question, c'est un peu le prix d'achat du café cacao qui varie entre la Côte d'Ivoire et puis le Ghana dans le temps. Je ne sais pas si ça a été corrigé. Est-ce que cela ne peut pas fragiliser un peu la démarche de ces deux pays pour créer des conditions pour stabiliser les prix?
vous savez que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'accord historique qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est un accord de très haut niveau qui a été conclu sur la supervision directe des deux présidents, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le président Nana Akufo-Addo du Ghana. Donc, ce n'est pas un accord comme ça. Je vous invite encore, parce que c'est ce que je peux vous conseiller, à vous rapprocher des structures techniques des deux pays. Parce que tout est une question de stratégie. Hein. Il y a des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler sur une chaîne de radio. Il faut que vous puissiez approcher les DG des deux structures techniques qui répondront à la question que vous venez de me poser. Cette question ne rentre pas dans les attributions que j'ai au niveau de l'ICCO. Merci beaucoup, Excellence. Docteur Mouketou, vous avez le micro. Bien, merci. Jacques, Monsieur le Président, je voudrais rebondir sur cette actualité des ex-enfants esclaves en Afrique. Vous avez bien dit qu'il n'y a pas seulement la Côte d'Ivoire. Donc, ces enfants qui accusent donc des multinationales, à l'instar de Mars, Nestlé ou encore Mondelex. Est-ce que vous, au niveau de l'organisation internationale, vous ne pouvez pas, par exemple, vous rapprocher de ces multinationales qui vont même jusqu'à faire travailler ces jeunes, hein, j'ai lu dans un journal français, sans rémunération? Je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est des sujets qui ne sont jamais venus sur la table. Vous êtes aux États-Unis, prenez le protocole Akin et Engel, que vous connaissez très bien, qui adresse le problème des enfants de la aquaculture. Mais nous n'avons jamais eu ce protocole à étudier au niveau de l'ICCO. C'est un protocole qui concerne les sénateurs que vous connaissez avec les États membres, les pays producteurs. Mais c'est un sujet qui n'est jamais venu à table. Pourtant, moi, j'ai conscience de ce sujet. Je ne pourrais pas en parler dans la mesure où ça n'a pas fait l'objet de débat au sein de l'ICCO. Donc, nous ne pouvons pas nous auto-saisir d'un sujet, sauf quand un État membre la porte sur la table du Conseil. Et les sujets que vous évoquez, je suis d'accord avec vous que ce sont des sujets sérieux, ce sont des sujets qui méritent toute l'attention qu'on doit accorder à ces sujets, mais malheureusement, ils ne sont pas encore sur la table du Conseil. Si je me mets à me prononcer sur ces sujets, le Conseil peut me demander, mais de quel droit tu parles de ce sujet qui n'est pas venu au Conseil? Mais vous, est-ce que vous ne pouvez pas mettre voilà, vous ne pouvez pas amener ça à la table du Conseil, vous personnellement, en tant que... Bon, maintenant, là, vous posez une autre question. Vous posez une autre question. Comme moi, ce n'est pas moi qui accuse. Celui qui accuse, c'est à lui d'amener sur la table du Conseil. Moi, je passe mon temps à expliquer que ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qu'on appelle le travail des enfants. Parce que moi-même, plus petit, j'avais la personne de mon grand-père à Gyokwe, mais ce n'était pas le travail des enfants dans l'agriculture. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Maintenant, s'il y a des gens, vous avez parlé d'un journal français, s'il y a des multinationales, je vous signale qu'aux États-Unis, vous êtes, il y a des sénateurs qui accusent les multinationales, pas la Côte d'Ivoire, ni le Ghana. Donc, vous qui êtes aux États-Unis là, pourquoi vous n'allez pas interroger les sénateurs qui font ces accusations? Les multinationales sont chez vous, pourquoi vous ne les interrogez pas? Il faut interroger les multinationales, vous êtes aux États-Unis. Moi, je suis à Abidjan. Et chez moi, ici, il n'y a pas de multinationales que vous avez évoquées. Donc, comme vous-même, vous savez que c'est les multinationales qu'on pointe du doigt, mais posez-leur la question. D'accord. Est-ce que le président de l'Organisation internationale du cacao, donc vous n'avez pas peur de ces multinationales, Mars, Nestlé, Cargill, Barry, Olam, etc. Ce sont mes amis, on se parle tous les jours. D'accord, vos amis, mais qui ont une influence considérable. Mais il y a beaucoup d'amis qui ont des influences considérables, hein. Ça dépend quel ami tu as. Nous tous, on a des amis qui ont des influences considérables. D'accord, bien. Je parle le cas de Jacques Roger, qui est de radio. Il a le 4e pouvoir. Il a une influence aux États-Unis. D'accord. Mais vous pouvez être comme un chef d'État qui dirige un pays, mais qui est sous influence de puissance économique, par exemple. Non, moi, mais moi, je n'ai aucune contrainte, monsieur. Je n'ai aucune contrainte, je n'ai aucune pression. Je travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire me paye et je fais le travail qu'on me demande de faire. Je m'arrange à mériter la confiance du président de la République. Et je fais mon travail en toute liberté. Je n'ai vraiment aucune crainte, aucune pression. Personne ne me menace. Je fais ce que j'ai à faire. C'est vrai que je suis président du conseil de l'ICCO, mais avant tout, je suis d'abord représentant de la Côte d'Ivoire. Donc, je me bats pour protéger les intérêts de la Côte d'Ivoire dans ces organisations internationales. Donc, c'est ça mon travail d'abord, défendre la Côte d'Ivoire.
D'accord. Monsieur le Président, avant de vous demander votre mot de la fin, je voudrais vous poser une toute dernière question. Quel bilan objectif pouvez-vous faire de l'Organisation internationale du cacao dont vous êtes le président? Est-ce qu'on peut parler d'une structure respectable ou bien, comme dirait le général de Gaulle, hein, de l'ONU, un machin? Non. Moi je peux vous dire que on a eu des moments intéressants ces dernières années. Je le dis pourquoi. En 2007, quand on a vu que les producteurs de cacao de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie avaient commencé à se plaindre, à juste titre d'ailleurs, de leurs conditions de vie, nous avons organisé la première table ronde de l'ICCO qui s'est passée au Ghana. À la suite de cette table ronde, il y a eu la déclaration d'Accra. Ensuite, nous avons fait une deuxième table ronde à Trinité et Tobago. Quand on a fait cette table ronde, il y a eu une feuille de route qui indiquait quelles sont les voies et moyens pour pouvoir atteindre une économie cacaoyère durable. Au bout des deux tables rondes, les producteurs n'étaient toujours pas satisfaits. Donc, on a commencé à faire les conférences mondiales. La première en 2012 a commencé à Abidjan. On a fait une autre en 2014, 2016, 2018. 2020, on devait la faire en Indonésie à Bali, mais à cause de la COVID-19, on a été obligé de reporter à une date ultérieure la conférence mondiale sur l'économie cacaoyère durable. Donc, après cette table ronde et cette conférence, on s'est rendu compte qu'on n'avait toujours pas touché l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On s'est rendu compte que toute cette table ronde n'avait pas d'impact véritable sur le revenu des producteurs. Donc, nous sommes allés au conseil pour leur dire, après tout ce cheminement, il faut maintenant, sans faux fuyant, qu'on aborde le problème du revenu du producteur. Donc, pour la première fois, dans notre plan stratégique qui a été élaboré en 2019, on a pu mettre au centre des débats du Conseil la question du revenu décent du producteur. À tel point qu'en janvier, c'est-à-dire le mois passé, nous avons fait une session spéciale de la commission consultative sur le revenu décent. Donc, moi, je suis satisfait. Je suis satisfait enfin que les gens acceptent. Parce que quand vous avez un sujet qui vous tient à cœur, le plus important, c'est que vos interlocuteurs acceptent d'en parler. Or, ce n'était pas évident. On avait l'habitude de nous dire le marché est libre, c'est nous fait la demande, on ne peut pas influer sur le marché, on n'a aucun pouvoir sur le marché. Et puis chacun venait manipuler le marché n'était pas transparent. Donc, on a fini, nous, pays producteurs, à pouvoir faire le consensus sur la question du revenu décent. Maintenant, tout le reste, n'est que négociation. Donc, moi, je suis satisfait car l'ICCO est la seule instance mondiale où on parle des problèmes de cacao. Il n'y en a pas deux. C'est la seule instance où les plus grands producteurs, les plus grands chocolatiers, les plus grandes multinationales et les plus grands consommateurs se réunissent pour parler de l'avenir du cacao et des producteurs de cacao. Donc moi, je suis content que dans cette instance-là, et vous verrez, au fur et à mesure qu'on avance, l'ICCO va jouer un rôle beaucoup plus grand dans les négociations, parce que toutes les parties prenantes qui se réunissent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, se retrouvent au sein de l'ICCO en plein conseil. Et nous pensons que nous avons maintenant une oreille attentive du côté des consommateurs, des chocolatiers, des multinationales, et que les débats vont se poursuivre. Moi, je suis confiant, en tout cas. Bien. Pour terminer, Monsieur le Président Touré, je vous laisse de conclure cet entretien en vous adressant aux différents acteurs de la filière cacaoyère à l'échelle du monde. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez et faire un clin d'œil à tous les acteurs de la chaîne de valeur du cacao. C'est vrai qu'avec la problématique des prix d'une part, il faut que la consommation puisse prendre. Mais quand la consommation stagne et où elle baisse, c'est difficile d'écouler les fèves de cacao. Donc, pour la chaîne de valeur, ça a été dur pour tout le monde. Et les chocolatiers, et les multinationales, et les consommateurs, les producteurs. J'espère que 2021 sera meilleur que 2020 et que tous les acteurs de la chaîne pourront reprendre leur travail tranquillement
pour le bonheur de tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est vrai que je suis un pays producteur, mais je pense que la durabilité de l'économie cacaïère ne peut se constater que lorsque tous les parties prenantes à la cacaoculture trouveront leur marque et s'en sortiront heureux en fonction des gains des uns et des autres. Président Ali Touré, merci d'avoir honoré notre invitation et à très bientôt sur Afrique 2050. C'est moi qui vous remercie et j'espère que je viendrai là-bas bientôt vous voir. Et merci encore de me donner l'opportunité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas de mes attributions, mais il y aura d'autres occasions où vous m'inviterez avec d'autres casquettes. Je serai beaucoup plus prolixe et plus ouvert. Et ça concernera des sujets, tous les sujets que vous voudrez aborder. Mais aujourd'hui, je voudrais présenter mes excuses et à vous et à vos auditeurs pour dire que j'ai été invité dans un cadre bien précis, l'ICCO, et j'ai souhaité rester dans le cadre de l'ICCO pour ne pas faire un mélange de genres. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.